Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée, on est ensemble ce soir jusqu'à 23h avec la deuxième journée des coupes d'Europe, notamment on peut les appeler comme ça, la Coupe des Champions et la Challenge Cup. Deuxième journée avec des clubs français en lice ce soir, mais c'est aussi la 14e journée du top 14 de la Pro D2 bien évidemment, et non pas du top 14. Le top 14 est en pause puisqu'il y a la Champions Cup et la Challenge Cup, mais la Pro D2 elle ne s'arrête pas. Hier, Brive a battu Vannes en ouverture de cette 14e journée de Pro D2 actuellement. Valence-Béziers 0-0 du côté de Pompidou. Et puis tout à l'heure à 19h30, de nombreuses rencontres vont se lancer sur le multiplex Sud Radio pour cette Pro D2. Salut Quentin Cavanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous entre ce vendredi soir. Joyeux anniversaire, 28 ans. Ouais, 28 ans, oui, c'est ça, depuis 4 ans déjà. Ça commence à faire beaucoup. Oui, mais à partir de 30, tu sais, moi j'ai décidé de rétrograder, donc chaque année je perds un an, et puis à 20 ans on repartira dans l'autre sens. Voilà. Bonsoir Adrien Badi. Salut Alexandre, salut à tous. Bonsoir à Clément aussi qui rejoint l'équipe Sud Radio, notamment sur les réseaux sociaux et puis sur le suivi de la Pro D2 et du top 14. Salut Clément. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Philippe Spanghero. Comment ça va Philippe? À peine plus vieux que Quentin Cavanis. À peine. Bonsoir messieurs. Mais il court un peu mieux quand même. Ça c'est sûr, il court mieux. Tu sais que samedi dernier, on a beaucoup parlé de toi, Philippe, avec Nugget. On a beaucoup parlé de tes capacités. Je vous ai écouté, vous avez été infect. Oh. Je tiens à vous le dire. Je vous ai envoyé d'ailleurs des messages sur notre groupe WhatsApp, à vous et à Johan Nugget. C'est une dernière sommation en direction de Johan Nugget avant que je sorte des dossiers vraiment pas très agréables pour lui. Pourtant, il y en a déjà qui sont sortis la semaine dernière. On est dossiers sur Johan. Je sais, je vous ai écouté. Au bout d'un moment, j'ai coupé parce que vous m'avez agacé. Voilà, Philippe Spanghero qui est un peu le vilain petit canard. Bonsoir Daniel Herrero, bienvenue de retour sur Sud Radio pour cette Champions Cup. Très heureux d'être avec toi ce soir, Daniel. Amis de Sud Radio, bonsoir. Moi aussi, vous l'imaginez, ravi de vous retrouver, l'équipe au grand complet. Je vois bien que je suis titulaire d'une maturité un peu plus conséquente que toute l'armée des collègues qui ce soir sont avec nous sur l'antenne. Mais enfin, ça me fait très très plaisir d'être avec vous, d'autant que je vous sens dans une bonne forme. Allez. Effectivement. Ah oui, on est effectivement en forme et on parlera justement de la forme des internationaux dans quelques minutes sur Sud Radio. Mais d'abord, revenons sur les points d'actualité les plus marquants de cette semaine dans la planète rugby, Quentin. Avec Grenoble qui ne s'en sort pas, Alexandre, encore épinglé pour ses soucis financiers. Grenoble s'est vu rajouter 6 points de pénalité au classement, ce qui porte à 12 au total le nombre de points retirés au FCG cette saison en Pro D2. À noter que le club est actuellement 13e de Pro D2, égalité avec le 14e. Ils ont 7 jours pour faire appel de cette décision. On l'avait annoncé en direct sur Sud Radio le week-end dernier. Baptiste Serin souffre d'une luxation de l'épaule. Le rugby club toulonnais annonce au moins 4 mois d'absence pour le demi de mêlée. Pour rappel, Baptiste Serin est sorti sur blessure face à Exeter quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Et on parle déjà d'un nom éventuel pour pallier à cette absence. Il s'agit de Lobzanidze en fin de contrat avec Brive. Au terme de l'exercice, l'international géorgien est en contact avancé avec le club de la Rade et pour une arrivée avec effet immédiat en tant que joker médical de Baptiste Serin. Et Lobzanidze, il retrouverait quelques visages bien connus pour lui, notamment celui d'Esteban Abadi, d'Enzo Hervé, encore de Twikovu, à qui il a porté le maillot briviste. À Lyon, on continue de se renforcer en vue de la saison prochaine. Après le pilier grenoblois Apsiori et le centre d'Oyonnax Théo Millet, le Loup pourrait prochainement enregistrer un 3e engagement pour la saison prochaine. Le demi de mêlée d'Oyonnax, Charlie Cassan, 28 ans, est en contact avancé avec le club rhodanien. World Rugby a annoncé que le tournoi de repêchage du Seven pour les Jeux Olympiques qui auront lieu en France aura lieu, lui, à Monaco. C'est le stade Louis II qui accueillera cet événement du 21 au 23 juin 2024. Il y a un homme qui est immortel, j'ai l'impression, aux yeux des sélections, Alexandre. Il s'agit d'un certain Eddie Jones. Il est de retour à la tête d'un pays et c'est le Japon. Le conseil d'administration de la fédération japonaise a validé ce mercredi le choix de son comité de sélection. Eddie Jones sera donc le prochain sélectionneur du Japon, 8 ans après son précédent mandat qui s'était achevé en 2015 avec une victoire retentissante, je vous rappelle, contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde, 34-32. Et puis on termine avec une actualité de Pro D2. Hier, tu l'as annoncé tout à l'heure, Alexandre, pour l'ouverture de cette 14e journée, Vannes a encore perdu, 3e défaite de suite pour les Bretons. Cette fois, c'était sur la pelouse de Brive, 13-11.
Merci beaucoup Quentin Cavanis. On va revenir donc sur ces informations. Le choix de Philippe Spanghero, le choix de l'info de Philippe. Quel est ton choix ? Pour moi, c'est le retour d'Eddie Jones à la tête de la sélection japonaise. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une erreur stratégique importante de la part de la sélection et de ses dirigeants. Je crois clairement que Eddie Jones a un totem d'immunité qui est plus vraiment justifié. Je crois que son fonctionnement qui a fait les belles heures des débuts de cette équipe nippone n'est plus d'actualité aujourd'hui. On voit qu'il a des problèmes de communication qui deviennent vraiment récurrents avec le reste des staffs et les équipes qu'il a managées ces derniers temps. Et je pense que du côté des Japonais, on est resté sur l'image d'Eddie Jones et du bien qu'il a pu faire il y a maintenant une dizaine d'années. Mais le monde a changé vite dans les staffs et dans la façon de voir le rugby d'aujourd'hui. Et je crois que c'est une erreur. Et je suis surpris qu'après 2 échecs successifs avec l'Angleterre et avec l'Australie, il puisse rebondir comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est absolument surprenant. Venez parler avec nous sur Sud Radio, du retour donc d'Eddie Jones à la tête de la sélection japonaise. 0826 300 300. Dans un instant, on va développer une autre information avec Daniel Herrero. C'est un focus même de la part de Sud Radio sur le retour des internationaux. Sont-ils toujours marqués par cet échec en Coupe du Monde ? On va analyser ça dans un instant avec notre consultant. À tout de suite. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur aussi de cette 14e journée de Pro D2 qui a commencé hier avec la victoire de Brive face à Vannes et actuellement 0-0 entre Valence Romand et Béziers. Le multiplex dans quelques instants sur Sud Radio avec la Champions Cup, la Challenge Cup aussi ce soir. Les clubs français sont alignés dans ces compétitions. On est avec Daniel Herrero et Philippe Spanghero. Daniel, tu voulais revenir dans ton choix de l'info et dans ton focus aujourd'hui sur les internationaux qui seraient toujours marqués par cette Coupe du Monde. Je vais reprendre quelques termes, notamment de Winnie Antonio il y a maintenant quelques jours. Winnie Antonio qui faisait référence à des joueurs en difficulté, je cite, auprès de l'équipe. C'était une génération en or avec des joueurs exceptionnels. Je n'ai jamais vu de joueurs aussi talentueux, aussi investis dans un projet. Le staff a tout donné pour être champion du monde. Et quand tu tombes 2 matchs avant la finale, forcément, ça va te perturber pendant un moment. Même là, en top 14, ça se voit, les mecs de l'équipe de France ne sont pas dans leur meilleure forme. C'était ce que disait Winnie Antonio il y a maintenant 10 jours. On apprend là que Thibaut Flamand sera absent pour les 3 prochaines semaines, que Gaël Fickou est en difficulté défensivement au Racing 92, ça s'est vu la semaine dernière face aux Harlequins. Il y a d'ailleurs eu des propos de Stuart Lancaster dans le sillage de ces performances-là. Et puis on a vu Mourad Boudjelal ou Marc Lièvremont ici ou là pointer un peu du doigt les performances d'Antoine Dupont. Quel bilan toi tu fais, Daniel, de ces joueurs de l'équipe de France 2 mois maintenant après le revers, cet échec en Coupe du Monde? La sensation qui est la nôtre, c'est que le chaos pénible de la défaite française en quart de finale a laissé légitimement, naturellement, obligatoirement, je dirais, des traces dont on perçoit aujourd'hui quelques traits. Probablement, comme le signalait Winnie Antonio, il y a à l'heure actuelle des joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde et qui ne semblent pas avoir retrouvé ni fraîcheur, ni appétit, ni même totale santé et probablement pas plein enthousiasme. On peut aussi considérer que la défaite amène des déceptions. Mais là, le caractère grognon, tu vois, le caractère abasourdi, s'affirme, se constate. Nous avons quasiment pas un seul joueur qui a participé à la Coupe du Monde, qui a retrouvé à l'heure actuelle, les internationaux évidemment, qui a retrouvé son plein niveau. Il y en a 2 ou 3 quand même, ou 3 ou 4, essentiellement du côté de l'UBB, je dirais, mais guère plus. Le clan toulousain nous semble pour l'instant encore marqué. La problématique d'Antoine Dupont me semble mériter une analyse plus personnelle, plus directe, enfin plus centrée sur ce joueur-là. Mais l'allure générale, c'est que aucun des joueurs
aucun des internationaux qui ont repris n'a retrouvé son meilleur niveau. Mais ce qui me semble un peu plus préjudiciable, c'est que si on analyse ce que fut la Coupe du Monde, aucun de ces joueurs n'a été aussi à son vraiment meilleur niveau pendant la Coupe du Monde. Et là, on arrive sur un sujet, à mon sens, plus délicat. Nous n'avons à l'heure actuelle que, je dirais, autour de 2 ou 3 joueurs, essentiellement des joueurs qui n'étaient pas radicalement titulaires, qui ont retrouvé la pleine possession de leurs moyens pour la période à venir. Donc le caractère grognon entame incontestablement la performance athlétique. Et le caractère grognon, il faut l'analyser. Pourquoi nous avons perdu et pourquoi depuis 1 mois et demi ou 2 mois, nous n'avons pas. Il n'y a pas eu cette analyse, Daniel. Pourquoi. Il n'y a pas eu cette analyse, j'ai l'impression, entre le staff, les joueurs, le staff, le public, parce que pour digérer un échec qui peut s'apparenter à un deuil d'un grand objectif qui était d'être champion du monde, il faut l'expliquer, il faut en parler, et pour le coup, il n'y a rien. Ben, je dirais presque que dans la non pas la méforme, mais la forme approximative de beaucoup de joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde, il y a sans aucun doute que l'analyse, ou tout au moins, pas forcément publique, mais l'analyse générale de la défaite ou de l'échec, on dira plus précisément, n'a pas été fait. Et c'est gênant. On ne sait pas bien pourquoi. Pourquoi d'abord nos coachs, notre staff, tu vois, les gens qui ont géré la grande aventure depuis 4 ans dans la Coupe du Monde de rugby 2023 en France, mais pourquoi ils se sont quasiment pas exprimés? Pourquoi ils ont été très longs à s'exprimer? Et pourquoi, dans l'expression essentiellement de Fabien Galtier, pratiquement aucun joueur, pratiquement aucun membre du staff, sinon dans des petites déclinaisons ponctuelles, mais n'ont affronté, je dirais, la réelle analyse de la problématique de la défaite. On n'a pas dit qu'on n'était pas très très bien physiquement, contrairement à ce que nous avait annoncé depuis des lustres, 4 ans de préparation pour qu'on soit bien probablement au match d'ouverture, à peu près réalisé, et qu'on soit sûrement bien quand il arrivera à la phase finale, et même qu'on devrait être au niveau exceptionnel. Pas réalisé. On n'a pas bien analysé non plus, pour l'instant ça s'est pas trop vu, pourquoi dans cette Coupe du Monde notre équipe nationale n'est pas allée de progression en progression comme pratiquement les 4 ou 5 gros candidats au titre, qui étaient évidemment les Blacks, les Bocs, les Anglais même, les Français et les Irlandais, ou peut-être même un tantinet les Argentins. Presque toutes ces autres équipes ont eu une croissance de qualité améliorée pendant la Coupe du Monde. Nous, non. Pourquoi nous n'avons pas joué un rugby sur l'ensemble de la Coupe du Monde qui nous permettait d'estimer qu'on pourrait être candidat, tu vois, sur les 3 ou 4 meilleurs, ça nous l'avons été, mais qu'on pourrait aussi avoir un petit potentiel de qualité rugbyistique qui nous permettrait le jour J d'être un peu au-dessus des autres. Ça ne s'est pas analysé. Pourquoi nous avons quand même eu un jeu offensif sur l'ensemble de la Coupe du Monde, excepté les matchs les plus faibles, je pense presque à un seul, qui était celui de la Namibie. Pourquoi notre rugby ne s'est pas mis jamais au niveau de la qualité des adversaires qui pouvaient être des grands candidats contre nous, enfin des grands candidats pour le titre. Voilà, donc ces problèmes-là, pas analysés. Il y a quelque chose en même temps qui altère un peu, c'est que nos coachs, et nos cadres, ils ont été, alors je ne sais pas dire pleutres, le mot serait un peu dur, ils n'ont pas osé aller fatalement à la grande analyse. Il y a quelque chose qui génère du désarroi et même un peu de la déception. Peut-être était-il inquiet, était-il craintif, était-il un peu soucieux de voir émerger quand même des lacunes assez conséquentes, tu vois. Et ça laisse un trouble chez tout le monde. On est encore un peu groggy. Le rugby français, sans doute, au niveau des clubs du top 14 et maintenant même en Coupe d'Europe, bien que il retrouve une allure. Mais quand même, on n'est pas dans la joie et l'enthousiasme dont on pouvait penser qu'il aurait lieu, évidemment, si nous avions été champions du monde. De fait, quand même, on est un peu déçus, on est grognon, on est un peu en désarroi, et la Coupe d'Europe, qui a commencé la semaine dernière, nous donne malgré tout quelques signes d'inquiétude. Les Anglais nous tordent quasiment pour l'instant, et sur le premier tour. Donc on ne pourra pas non plus en tirer une signification définitive, quoi, tu vois. Mais les Anglais nous ont beaucoup tordu. Les Anglais ont gagné beaucoup de matchs contre des clubs français. Bien évidemment, on pense à La Rochelle, on pense évidemment à Toulon, essentiellement, et on pense au Racing aussi, quand même, 3 très grands clubs qui ont sombré ou qui ont mis le genou à terre contre des grands clubs anglais, avec en même temps des grands clubs anglais qui jouent très très bien et des clubs français qui ont été encore un peu en dedans.
Justement, tiens, on évoquera ces sujets-là de l'après-Coupe du Monde et de l'avant-tournoi à destination demain avec le président de la Fédération française de rugby qui sera notre invité sur Sud Radio, Florian Grill, à 20h15 sur Sud Radio. Philippe Manguerou, je sais que tu voulais réagir sur cette après-Coupe du Monde et cette communication qui n'a pas été parfaite, hein, on l'a dit plusieurs fois sur Sud Radio. Maintenant, comment préparer le tournoi à destination, parce qu'on a l'impression que c'est vrai que les joueurs là, pour le coup, ont un petit peu de mal et c'est normal, à digérer cet échec. Je crois qu'il va falloir qu'ils se retrouvent d'abord, parce que tout ça est très brutal. C'est-à-dire qu'après des mois à vivre ensemble, à rêver tous les jours de cet objectif, le match des Sud-Africains se termine, il y a un dîner le lendemain et tout le monde rentre chez soi. Et donc, il va falloir aussi que la parole se libère, et c'est en se retrouvant que les joueurs vont être capables de faire ce travail-là de façon collective, parce que à titre individuel, Fabien et son staff ont échangé avec les leaders, ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Mais on l'a dit plusieurs fois, et je pense que les gens ont pas bien compris ce que je voulais dire, puisque beaucoup m'en ont parlé, mais je pense que la déception est à la hauteur de la croyance, parce que je pense qu'on n'y a jamais cru aussi fort, sincèrement. Je pense que cette génération-là était complètement désinhibée face aux nations du Sud, qu'elles avaient toutes battues régulièrement, contrairement aux générations d'avant qui les battaient, mais de façon beaucoup plus occasionnelle. Et puis là, cette performance dans la durée, sur ce qui a précédé, les années qui ont précédé la Coupe du Monde, les certitudes quant aux individualités, on en a parlé avec Daniel assez longuement dans les podcasts qu'on a fait pour présenter la Coupe du Monde, et on a analysé ligne par ligne et match par match le bilan des Bleus pour expliquer pourquoi c'était notre année. Et honnêtement, on avait beaucoup d'arguments qui allaient dans notre sens pour dire que c'était la bonne. Et donc, c'est pour ça que ça fait beaucoup plus mal. Parce que je pense sincèrement que les joueurs s'étaient conditionnés. Alors, on me dit, oui, mais les générations d'avant, 2011, 2007, c'était des compétiteurs aussi, ils l'ont joué pour la gagner. Bien sûr qu'ils l'ont tous joué pour la gagner et qu'on a eu que des grands joueurs et des compétiteurs en équipe de France. Mais jamais une équipe de France n'avait eu autant de voyants au vert pour y prétendre. Et c'est ça qui, je pense, accentue la douleur et la difficulté pour les joueurs de passer à autre chose. Et après, la question à se poser, c'est ce tournoi qui va arriver, la façon de se défaire aussi de l'omniprésence d'Antoine Dupont qui prenait sur lui beaucoup de lumière et beaucoup de choses sur ses épaules par rapport au projet de jeu. Il sera plus là. Donc, est-ce qu'on considérera que c'est un tournoi galvaudé parce que le meilleur joueur du monde et ton capitaine l'a sacrifié, ou est-ce qu'on se sera plus différemment médiatiquement? Il y a quand même pas mal de questions qui se posent autour de ce tournoi qui arrive. Daniel? Oui, bon... un certain nombre de remarques. La première remarque, c'est que effectivement tout était réuni. Tu vois, tu avais tout de la logistique au talent des hommes, de l'organisation de la compétition, du lieu et du territoire sur lequel elle avait lieu, la France en l'occurrence. On sentait bien que tout. Mais quand même, ce qui n'était pas encore totalement réuni, c'est que est-ce que ces hommes tu vois, qui depuis quand même 2 ou 3 ans montraient une allure régulière, performante et surtout très installée dans la qualité d'équipe. Tu vois, l'équipe de France depuis 2 ou 3 ans, autour de tout ce qu'elle a pu faire, l'équipe s'est présentée comme étant d'allure seigneuriale. Elle était solidaire, costaude, en place, sereine. Tu vois, ça c'était le thème de l'équipe. Mais la grande équipe de rugby, le thème était plus discutable. On avait battu presque tout le monde, mais presque tout le monde aurait pu nous battre. Honnêtement, reconnaissons que beaucoup des victoires dans les 2 dernières années, et dans la dernière année, là on en parle en guerre, ont toujours été, non pas arrachés, mais pas avec une majesté de rugby, pas avec une installation de qualité rugbyistique. On avait une très grande équipe et pas forcément une très grande équipe de très grand rugby. Tu vois, cette petite nuance qui fait que serions-nous en super forme, comme a priori tout avait été fait pour que nous le soyons, à la sortie, pendant cette Coupe du Monde, on peut pas répondre oui. Serions-nous avec la maîtrise d'un rugby à nous qui nous autorise d'être candidats contre tous et peut-être même un peu en transcendance sur 2 ou 3 matchs au-dessus pour obtenir le titre? Ben non.
Ben non. Et la qualité de notre rugby, quand même, nous interroge franchement beaucoup. Si on se redit aussi qu'il y a 2 ou 3 ans, nous avions une défense considérable, que dans les 2 dernières années, elle était plus poreuse. Que il y a 2 ou 3 ans, nous avions un allant offensif, sans aucun doute, un peu plus naturel, et que dans les 2 dernières années, le talent offensif, c'est terni, que Antoine, qui était le meilleur joueur du monde, effectivement, en 2021, eh ben, en 2022, un peu moins, et en 2023, bon, il était dans la norme. Qui plus est, un certain nombre de contrariétés, évidemment, la blessure, en l'occurrence, a un peu troublé l'analyse de ce joueur. Mais le rugby, maîtrisé par le 15 de France, il n'était pas, j'allais dire, au niveau des espérances que tous les signaux verts autorisés à penser. Et moi je dis on peut pas tourner la page comme ça, les collègues. Et il me vient un peu l'idée, je la mets un peu sur la table, je dirais quoi. Je dirais, c'était la 10e Coupe du Monde, tu vois, elle a été créée en 87 et nous sommes en 2023. Il y en a eu 10. La France a perdu les 10 Coupes du Monde. Elle n'en a gagné aucune. Elle a gagné pas mal de matchs, quelques-uns bien, 1 ou 2 par Coupe du Monde, toujours 1, jamais 2. Mais bon, et elle a toujours presque perdu de la même façon. Depuis maintenant une dizaine d'années. Fabien Galtier, il en a joué 10, ou il en a vécu 10. Sur les 10, il en a vécu 6. Lui, en tant que joueur, tu vois. Et ensuite, en tant qu'entraîneur, coach. Il a été capitaine, il a vécu les 6 dernières Coupes du Monde. Pas les 6 dernières, mais on dira 91, Fabien y était, 95 il y était, 99 il y était, 2003 il était le capitaine, 2019 il y était en tant que coach dans une espèce de millimélo insupportable, mais enfin qui faisait quand même sa route, et bien sûr en 2023 il les a toutes perdues. Et on peut considérer qu'il savait les choses, hein. Et je pense que oui, en l'occurrence sur la qualité des hommes, tu vois, et sur la vie sociale d'un groupe, ça a été remarquable, et sur la qualité du rugby, eh bien, on était quand même encore un peu loin. En jouant toujours de la même façon, en copiant le jeu anglais de touche et de mêlée appliqué ensemble, avec des rigueurs défensives, avec des constructions qu'on essaye d'améliorer petit à petit, mais en jouant comme le monde britannique ou le monde anglo-saxon a essayé de le faire, nous l'avons copié, nous avons essayé de nous en approcher, et honnêtement, nous avons encore perdu. Voilà. Et ouais, effectivement. Et l'identité de jeu française, voilà, c'est peut-être la quête pour ce deuxième. Et le drame, juste un mot, mais quand même le drame, c'est que nous n'avons pas dégagé une qualité authentique, personnalisé du rugby français. Tu vois, on s'est un peu baladé dans ces idées que la grande défense serait la loi, que l'occupation du terrain, donc le fameux dépossession de la balle serait une hypothèse stratégique, tu vois. Puis revenir un peu quand même, parce qu'il y a aussi, mais le sujet m'apparaît plus délicat pour l'instant et pas appréhendé, mais quand même à l'intérieur de notre staff, on sentait bien qu'il y en a qui voulaient un peu jouer, qu'il y en a qui voulaient un peu moins jouer, qu'il y en a qui étaient plutôt orientés vers malgré tout quelque chose de plus volumineux dans la construction du jeu, notamment dans le secteur offensif, et d'autres essentiellement Fabien Galtier quand même, d'autres plus orientés vers l'organisation rigoureuse de la prudence, on dira, avec la fameuse dépossession, puis après avec la possession, ça qu'on ait bien compris pourquoi. La possession, ça veut dire quoi? Quand on a le ballon, on le joue un petit peu plus, ou on le joue, tu vois, on est resté sur un flou, et en même temps on a vu que la robustesse de notre équipe, notamment derrière, était quand même peu propice, ou était quand même peu enclin à pouvoir déboucher sur un jeu plus volumineux. Merci beaucoup Daniel, on te retrouve demain pour Stade. Allez les collègues, à 14h. On sera ensemble pour ce demain, match ciao. du Stade Rochelet du côté du Cap. Merci Daniel. Philippe, on attend, tu sais, quelque chose de très important de ta part, Philippe Spanghero. Ce sont les pronostics. Les pronostics de cette 14e journée de Pro D2. Il faut arrêter de dire ça avec ce ton, parce que sur les 2 derniers week-ends, je me suis pas beaucoup planté. Il y a que Béziers, sur Béziers. Sur Béziers, tu t'es planté à chaque fois et dans les grandes largeurs. Tiens, Béziers qui mène 14-3 à Valence-Roman avec 2 essais de Raphaël Costa Storti et 2 superbes actions aussi de Sam Marquez. 14-3 donc pour l'instant du côté de Valence à la 30e. Le pronostic de Philippe Spanghero, Valence-Roman, Béziers. Ils vont gagner. Donc c'est fini, série de victoires qui s'arrête. Voilà, c'est fini de la belle dynamique bitéroise si on suit les pronostics de Philippe. Grenoble-Nevers.
Les Grenoblois, les pauvres, c'est avec ce qui leur arrive. Je pense qu'ils ont quand même le caractère sur le terrain. Ils l'ont montré déjà avec la première sanction administrative. Je vois une réaction victoire de Grenoble. Allez, rapidement, Soyons Angoulême-Rouen. Soyons. Aurillac-Dax. Dax, belle dynamique quand même. Non, mais Aurillac a besoin de points à la maison. Aurillac. Mont-de-Marsan-Colomiers. Mont-de-Marsan. Agen-Montauban. Agen. C'est des beaux matchs, hein. Et puis Aix-Biarritz. Aix, forcément. La dynamique de Provence en ce moment. Celle de Biarritz. Eh bien, écoute, on a noté tes pronostics. Philippe Spanguiron, on te retrouve tout à l'heure à 21h45 pour une chronique autour donc du budget alloué à l'équipe de France qui s'annonce en baisse pour les hommes de Fabien Galtier, pour le staff de Fabien Galtier. Dans un instant sur Sud Radio, le multiplex Pro D2 de la 14e journée avant la grande soirée de Coupe d'Europe, Champions Cup et Challenge Cup sur Sud Radio, la radio du rugby.